Bonjour tout le monde, voici Kita et voici Kamal. et bienvenue dans l'analyse d'un des meilleurs épisodes de Shingeki no Kyojin, si ce n'est le meilleur épisode de toute la production du studio MAPPA. Ça y est, les choses commencent. Il va falloir très sérieusement analyser ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, car tout a son importance. C'est pourquoi il faut absolument que l'on décrypte ensemble la signification de 3 grands frères, de 3 petits frères, d'une petite fille, d'une balle de fusil qui fait mouche et d'une autre de baseball qui n'atteint pas sa cible, et le tout aux côtés d'un arbre. On est très heureux de vous retrouver pour nos analyses complètes de l'épisode de Shingeki no Kyojin, mais ce sera juste après un placement coup de cœur pour un manga qu'on a adoré chez Kazé. On vous en parle vite fait. Imaginez un dauphin, flic, qui fait la loi sur son île. Non, je rigole. Je rigole pas du tout. Voici Badass Cop and Dolphin, ou comment faire de l'absurde une trame narrative passionnante. Parsemé de blagues méta, ce polar au scénario qu'aucun mangaka de 3ème classe n'ose répondre, c'est le personnage principal lui-même qui le dit, nous entraîne donc sur une île paradisiaque qui peut vite tourner au cauchemar. Heureusement, Saejima, flic de Tokyo rétrogradé parce qu'il ressemble clairement plus à un voyou qu'à un policier, ne compte pas se laisser intimider, ni par la racaille locale, ni par son coéquipier Orpheus, flic tout aussi badass, papa d'une petite fille et accessoirement un giga cétacé de 2 mètres de haut. Auteur du classique Belzebub, Ryohei Tamura nous offre donc un nouveau mélange d'absurde et d'aventure en compagnie d'un duo atypique au possible. Conscient du pitch absolument déjanté, Badass Cop and Dolphin ne fait qu'un avec l'autodérision jusqu'à ce que finalement l'intrigue se resserre sur Shako, petite fille qui parle aux animaux et véritable reflet d'une passion de l'auteur pour la faune maritime qui va remplir de superbes doubles pages. C'est donc cet engagement et cet amour pour l'écologie, mêlé à un humour absurde et des personnages très attachants, qui nous a rendu direct accro à cette nouvelle pépite shonen. Tortue voyeuriste, poisson lune pickpocket et poulpe pyromane, vous ignorez tout des crimes marins? Ne vous inquiétez pas, disponible depuis le 12 janvier chez Kazé Manga, Badass Cop and Dolphin compte bien y remédier. Alors n'attendez plus et découvrez le tome 1 dès maintenant dans le lien en description. L'original et le sang royal sont enfin rentrés en contact. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant. Dans une lutte acharnée jusqu'au dernier instant, le sort du monde dépendra finalement des frères Yeager. Désormais, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Bienvenue dans la partie finale de Shingeki no Kyojin. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse complète du 78e épisode de l'attaque des titans. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. エレンお前が地下室に行かなくてはならないことを何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何を求めてんだよお前は謝ってほしいのかそのままわめき続けてろケリー仲間と出会ったリヴァイ進むありがとう待っていたんだろうこの悪魔と戦ってほしいずっとお坊さん2000年前から見せてくれよ誰かをあの時は一瞬だけ全てがつながった気がしたどうしてあの一瞬だけ私はダイナ・フリッツと申します。王家の血を引く者です。まさか Seule la famille Fritz, descendante directe de la grande prêtresse Ymir, a le potentiel d'utiliser les pouvoirs du titan originel. Alors, lorsque la famille Yeager la déroba à Frida Fritz il y a 10 ans, le seul moyen de retrouver les pouvoirs de l'originel était que les deux familles, pourtant ennemies, se retrouvent et acceptent de travailler ensemble. Cela tombe bien, grâce à leur père, ils sont demi-frères. エルディア人がいる限りこの地獄は終わらないんだぞもう終わらせよう終わりにしたいんだよ俺たちで
Alors que la famille royale, lâche de caractère, désire mettre un terme au règne des titans par la solution d'éradication douce en stérilisant la population d'Eldia, les Jaegers, eux, téméraires de caractère, refusent d'être les proies et décident alors d'être les chasseurs en déclenchant le grand terrassement pour éradiquer tous leurs ennemis et non les fuir. Une opposition ferme résumée par la phrase des reines Jaeger. Parce que je suis né dans ce monde. Une justification contraire à l'idéologie Fritz qui voudrait à l'inverse que parce qu'un Eldien est né dans ce monde, il doit mourir pour arrêter de souffrir et être libre. Faisant alors mine d'être sur la même longueur d'onde, Eren Yeager fera ainsi croire à son frère et ses mercenaires qu'il était pour la solution des Fritz, tout en attendant le dernier moment pour enclencher son véritable plan. La question était alors de savoir qui des deux frères est la serrure et lequel va servir de clé à l'autre. Qui aura le pouvoir de prendre la décision finale. Eren et Sig Jaeger n'ont jamais menti et n'ont pourtant jamais été d'accord. Lors de leur retrouvailles sur le continent Mar, l'auteur créera ainsi un quiproquo où les deux frères diront exactement la même chose sans le penser pour autant. Oui, Eren Yeager est d'accord avec Sig. Oui, il va mettre un terme à 2000 ans de souffrance. Oui, il va mettre un terme à l'existence des titans. Mais pas de la même manière. La fin est la même, seuls les moyens diffèrent, et c'est en scellant le pacte que Sig le comprend. C'est en envoyant sa balle de baseball que le chasseur, incapable de mentir, se trahira, en laissant tomber la balle, feignant la fatigue. À ce moment-là, le visage de Sig, un des personnages les plus intelligents de l'œuvre, démontre sa compréhension du moment. Mon frère n'est en réalité pas d'accord avec moi, et compte me trahir plus tard. Très bien, je lui ferai alors croire que je n'ai rien vu, et au dernier moment, lorsqu'il dévoilera son véritable visage à son tour, il sera trop tard, car c'est moi qui serai la serrure et lui la clé. La balle n'a donc jamais été réceptionnée, le pacte n'a jamais été scellé, et les deux le savaient. Ainsi, pendant des mois, malgré certaines erreurs de calcul, les deux frères, hypocrites mais s'aimant réellement, ont seulement attendu que l'autre se dévoile en premier. Nous y voilà alors. L'originel et le sang royal sont enfin réunis. In extremis, le contact est réalisé et les deux frères pénètrent finalement le chemin. Dans cette dimension où le temps est extrêmement dilaté, des mois peuvent se dérouler le temps d'une seule seconde dans le monde réel. Prisonnière de cette dimension depuis 2000 ans, Ymir Fritz, première détentrice de titan de l'histoire et mère de tout Eldien, façonne le titan de tous ceux qui en convoquent les pouvoirs. Ainsi, à chaque fois qu'un Eldien est changé en titan pur ou qu'un primordial décide de se transformer, Ymir modélise systématiquement le dit titan pendant des mois et pendant quelques secondes seulement dans le monde où la transformation a lieu, expliquant donc la venue ex nihilo de chaque titan dans l'espace.
切断した3メートル級の生首を蹴っ飛ばした時だった。軽かったんだ、異常に。エレンが巨人になった時も、何もなかったところから巨人の体が現れたと聞く。私は思うんだ。私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかってね。Cette capacité est le fruit de la soumission d'Ymir, la grande prêtresse, qui répondra mystérieusement et systématiquement à toute demande de transformation. 始祖の巨人がマーレの手に落ちれば、エルディア人は終わりだ。エルディアが再び罪を犯すというのなら、我々は滅ぶべくして滅ぶ。我は始祖の巨人と不戦のちぎりを交わした。壁の王は大陸の王家にそう言い残し、壁の門を閉ざした。Cependant, depuis la culpabilité de Karl Fritz, 145e roi d'Eldia, le titan originel, pouvant uniquement exprimer ses pouvoirs dans la famille royale, s'est vu être modifié par le roi lui-même, lui interdisant de demander quoi que ce soit à Ymir. Ainsi, l'originel, caché dans son petit paradis entre 3 murs concentriques, et cela depuis 107 ans, détenu par un membre de sang royal, ne pouvait tout simplement plus déclencher le grand terrassement et demeurer impuissant. C'est ce qu'on appelle le pacte de non-agression. Cependant, si un roturier dérobe un jour l'originel et qu'il touche un membre royal détenant un titan, qu'il soit primaire ou primordial, celui-ci pourrait permettre à l'originel de retrouver l'intégralité de ses pouvoirs en redevenant un Fritz originel, tout en échappant pourtant au pacte de non-agression. Ainsi, pour la première fois de l'histoire et dans le but de contourner la loi de Karl Fritz il y a 107 ans, 2 détenteurs de titans rentrent dans le chemin simultanément pour activer l'originel. Les 2 hommes doivent alors décider de l'ordre qu'ils quémanderont. Seulement, nous avons vu la suspicion grandissante et justifiée de Sig Jäger envers son petit frère. De ce fait, jusqu'au bout, le bestial trompe Eren en lui faisant croire qu'il est prisonnier du pacte de non-agression, tant il reste de sang royal et descendant de Karl Fritz. Une ruse habile, puisqu'en effet, si le contournement du pacte avait lieu, on l'imaginerait tous ainsi. Le sang royal toujours prisonnier avec des chaînes car soumis au pacte, mais parasitant le chemin avec la venue d'un homme libre de mouvement car roturier et non de famille royale. 始祖ユミル、俺に力を貸してくれ。やっぱりかよ、エレン。 Seulement, Eren aurait dû se méfier. Le sang royal n'est pas entré ici de manière conventionnelle, ce qui lui aurait valu d'être enchaîné vraiment par le pacte. Non, Sig est parvenu jusqu'ici libre de l'emprise du roi, et cela grâce à son frère Eren. Ainsi, la présence d'un roturier, détenteur de l'originel, permet finalement uniquement, vous l'avez compris, de rendre à un sang royal détenteur de l'originel ses pleins pouvoirs. Oui, Sig, en ordonnant à Ymir, qui elle-même ignorera Eren, prouve qu'il est la serrure de ses propres pouvoirs et que son frère n'en est que la clé. L'ouverture du chemin avec la scène des 2 frères discutant à l'Evelio sous un arbre est une façon très intelligente de boucler la boucle, de nous montrer que l'arc du complot dans Shingeki no Kyojin est terminé. Ça y est, les frères se sont dévoilés et Eren Yeager a dévoilé le fond de sa pensée et l'auteur nous montre que Sig, depuis le début, l'avait compris. 落としちまった。病院暮らしで体がなまっちまったから。 Quand on repense à la première partie et qu'on se souvient en se disant que pense réellement Yelena, Onion Capone, Sig, Eren, les soldats, les guerriers, maintenant que tout le monde s'est révélé petit à petit, finalement il restait que les 2 frères qui se sont enfin dit leur cas de vérité. 2 frères qui sont donc prêts à tout pour arriver à leur fin et qui vont refléter ensemble le titre de ce nouvel épisode. Grand frère et petit frère, mais ils ne sont pas les seuls. La magnifique écriture d'Hajime Isayama fait que nous allons parler au final, dans une seule et même action, de 3 fratries, de 3 petits frères et de 3 grands frères. Le point commun entre ces 3 fratries, c'est que l'aîné est prêt à tout pour le cadet.
悪かったな、コルト。お前を出しにしちまって。いえ、素晴らしかったです。エルディア人がマーレ軍元帥に意見を通すなんて。ジークさんの獣の能力は歴代とは全く違う。まるで話に聞く始祖の巨人だ。どうして特別なんでしょう。待ってくれ！ファルコがあんたの脊髄液を口にしてしまったんだ。叫ばないでくれ、ジークさん。On commence avec les frères Gleiss, Falco et Colt, où l'aîné est prêt à tout pour que Falco ne se transforme pas en titan. Il va aller convoquer la pitié de son mentor Sig, et finalement, on se rappelle quand même, le début c'était l'année dernière de la partie 1 où on voyait Colt et on se disait, il y a quand même moyen que ce soit lui qui va détenir plus tard le bestial, il se parlait bien, ça peut être un élément prometteur pour avoir un prochain bestial. Et puis ici, tout s'achève brusquement. Il va finir à la sauce Armin, finalement, de la saison 3, partie 2. Et c'est absolument déchirant, quand même, la manière dont il tient son petit frère, qui lui-même essaie de sauver la peau de son grand frère en disant « ne m'approche pas », et c'est finalement, il préfère rester avec son petit frère dans ces derniers instants, plutôt qu'essayer de survivre et voir son frère devenir un titan. C'est extrêmement beau, surtout qu'on a la plus grande feinte de l'animé avec Sig qui dit c'est pour ça que je le ferai pas, sans regret. C'était très fort et c'était, je trouve, encore plus pertinent que dans le manga. La tension était hallucinante et c'est l'occasion également de parler de la nouvelle musique qui était une sorte de nouvelle composition avec des cornemuses. C'est extrêmement sinistre, mais d'un autre côté solennel, et puis toutes les instantanées des réactions des gens qui se transforment en titan petit à petit via une texture très efficace. Pixis, c'était poignant. La deuxième famille, c'est forcément les Jaeger, avec un Sig qui est prêt à tout pour aider son petit frère. On l'avait vu dans l'épisode précédent, il arrive, il combat absolument tout le monde à distance, et arrivé jusqu'ici, la dernière chose qu'il peut faire pour sauver Eren, c'est crier et donc transformer tous ceux qui ont bu son liquide cérébrospinal mélangé à du vin en titan. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, il dit à Colt qu'il ne peut que comprendre ses sentiments pour son frère. C'est très beau parce que d'un côté, on se dit « Ah, mais si tu comprends, alors tu vas pas crier ». Mais non, c'est justement parce qu'en voyant les sentiments qu'a Colt pour Falco, qui est prêt à tout, il peut dire aussi « Colt, tu me comprends, on se comprend. Moi, je vais tout faire pour mon petit frère, en fait. » Et cependant, vous l'avez vu dans la première partie de cette vidéo, Eren s'interpose pendant un instant, se dévoile, se trahit pendant une seconde vis-à-vis de ses véritables intentions par rapport au cri de Sig. Le jeu d'échecs très complexe des deux frères ne leur permet pas de se dévoiler sur le long terme. Cependant, ici, Eren a fait une bourde en disant très rapidement « Arrête !» à son frère alors qu'il s'apprête à crier. Parce que ici, il a montré qu'en réalité, il tenait à tous ses amis, il tenait à Shiganshina, il tenait au commandant Pixis, il tenait à tout le monde, à Nile Doc. Et là, il y avait un très beau moment, une pause, une seconde qui est capitale. C'est pour ça que dans le découpage d'Isayama dans le manga, mais alors du coup ici dans son adaptation animée, est vraiment très important. Il faut prendre le temps de s'arrêter parce que il y a bien un plan qui est mis sur Sig qui réagit à la parole d'Eren et qui saisit. Et c'est ce moment précis qui va vraiment confirmer toutes ses craintes qui vont lui permettre dans le chemin d'avoir un tour d'avance sur son frère. Le arrête d'Eren, c'est une seconde cruciale dans une action qui est millimétrée au détail près par Hajime Isayama et qui va permettre donc à Sig de ne pas comprendre ce qui se passe. Et donc une seconde avant de crier, une seconde qui permet à Colt et à Falco de lui demander un entretien. C'est vraiment, tout est parfaitement écrit de A à Z. どんな手を使いやがった。ドベはお前だった。それだけだろ。ポッコ。てめえ！ボルコ！お前、軍の決定に逆らうのか。ライナー、すまない。Enfin, la troisième fratrie, c'est celle des Galliards, avec Porco,
et Marcel. En contact à la fois avec Eren Yeager et donc l'originel, et de l'autre côté avec Porco Galliard et le mâchoire, Rainer Braun, au milieu des deux, va créer une sorte de pont. Une connexion qui va permettre à Porco de se remémorer les derniers instants de son grand frère. Celui qui avait dévoré Ymir, qui avait elle-même dévoré Marcel, précisait à Rainer qu'il attendait de connaître enfin les derniers secrets de son grand frère, et donc les souvenirs juste avant sa mort. マルセルの記憶を見たのか。いいや、まるで兄貴の真似事じゃねえか。ライナは死んだ。マルセルが必要なら俺がマルセルになるから。すまないライナ、すまない。お前は本当は戦士に選ばれるはずじゃなかったのに。俺がお前を持ち上げたり弟を貶めたりして軍に印象操作したんだ。俺は弟を守りたかった。 Lui-même, aujourd'hui sur le point de mourir, a enfin toute la vérité et obtient rédemption. Si les souvenirs agissent maintenant, c'est parce que finalement, tout l'intérêt et le moment le plus intime entre le cuirassé et le mâchoire a eu lieu à ce moment précis, a eu lieu lorsque le mâchoire s'est sacrifié pour l'avenir du cuirassé. Alors lorsque ce dernier, qui est toujours le même détenteur, c'est vraiment le détenteur historique du cuirassé, Rainer Braun, touche le mâchoire qui lui-même est le nouveau détenteur et petit frère et surtout héritier de l'ancien mâchoire de Marcel, permet enfin cette connexion et voit les souvenirs, c'est-à-dire que les souvenirs comme une banque de données vont pouvoir s'éveiller en fonction de l'expérience au présent qui est la plus efficace. Et là, vu qu'on a quand même Rainer qui a été protégé par Marcel, qui est le mâchoire, et là on a Porco qui est le mâchoire, et Rainer qui des années plus tard le retouche, on se dit c'est le moment parfait. Et alors à ce moment-là, Porco se dit je le savais, tu méritais que dalle, c'est pas toi qui méritais le cuirassé, c'était moi, et mon frère a tout fait pour me protéger. Et c'est là qu'intervient le personnage à part entière d'un Shingeki no Kyojin qui est la culpabilité. Tous les personnages vont le dire, si ils voulaient eux-mêmes obtenir un titan ou bien le donner à quelqu'un d'autre, c'était pour protéger ce qu'ils aiment. C'est donc bien par culpabilité que Marcel avait réussi à faire donner le cuirassé à Rainer Braun, à quelqu'un de moins bon, de moins guerrier que son petit frère Porco. Et si il y a un personnage dans Shingeki no Kyojin qui incarne parfaitement cette culpabilité, c'est Rainer Braun, qui depuis le début, depuis son enfance, culpabilise. Culpabilise envers sa mère, il culpabilise envers son devoir, envers ses alliés, envers ceux qu'il a trahis, envers ceux qu'il a tués. Le personnage de Rainer est une culpabilité entière. On se rappelle donc avec émotion des paroles de son frère d'armes. 僕らに謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ。誰か僕らを見つけてくれ。 Que quelqu'un devait les trouver. Il comprenait cet homme qui s'était pendu après avoir abandonné sa famille au Titan. Il comprend ce sentiment de culpabilité et donc Rainer, lui, toujours en vie, va porter sur ses épaules tous les regrets, toute la culpabilité et l'auteur va l'empêcher de mourir. C'est ça qui est très intéressant. Alors que là, jusqu'au bout, il est prêt une nouvelle fois à donner sa vie pour la jeunesse, pour un enfant, pour Falco. L'auteur va l'en empêcher en le faisant dévorer Porco, le petit frère de celui qui lui a déjà sauvé la vie. Donc, les Galliards vont sauver 2 fois la vie à Rainer. C'est en plus des regrets, d'une culpabilité, c'est aussi une honte extrême pour le personnage qui à nouveau est épargné. Il est épargné par la vie, il est épargné par les événements et tout ce qu'il a à faire, c'est d'être le bouclier du peuple, de défendre les autres et il donne tout ce qu'il a et il n'y arrive pas. Le personnage de Rainer est extrêmement touchant et jusqu'au bout, je trouve son écriture d'une justesse folle. Le voir jusqu'à la toute fin donner tout ce qu'il a pour arrêter Eren et finalement ne pas y arriver, le personnage est pathétique. Le personnage de Rainer, comme tous les autres à un moment donné dans Shingeki no Kyojin, est pathétique. Mais son pathos à lui est d'une poésie, mais... Voilà, Falco Glace est le nouveau détenteur du titan mâchoire, tandis que Eren
se voit être décapité par Gabi Brown. Grand moment quand même dans le manga L'attaque des Titans, c'était extrêmement attendu par les fans lecteurs de manga. On pensait tous au début que ça allait se finir quand même sur la coupure avec la décapitation, mais finalement c'est plus un effet de surprise qui peut être réalisable. Maintenant que ça fait des années que ça a été dessiné par Hajime Isayama, je pense que l'adaptation ici a fait le bon choix. Pourquoi est-ce que la tête d'Eren rentre en contact avec Sig? C'est ça qui est extrêmement beau dans la logique entonnoir d'Isayama dans ses actions. C'est-à-dire qu'il va travailler un last minute rescue assez intense, même complètement hallucinant, avec uniquement les pions qui sont disponibles. Il avait déjà réalisé ça dans une première tentative à Shiganshina, saison 3 partie 2, où uniquement les pions qui étaient présents devaient trouver la meilleure solution pour gagner. Maintenant ici c'est pire que ça parce qu'on est dans une course, et alors la solution en entonnoir fait que vous prenez tous les éléments et vous les réduisez petit à petit, petit à petit, petit à petit. On est sur un combat entre Reiner, Galliard, Eren, puis après il y a les soldats, puis après il y a moins de soldats, puis après il y a les balles, mais après le charrette est plus là, les guerriers ne peuvent plus aider, puis après il y a que Reiner, mais Reiner n'est plus là, puis après Eren parvient à sortir, et finalement il ne reste que Gabi, et finalement il ne reste qu'une seule balle, et finalement la tête s'envole, et finalement juste une tête arrive à toucher la main de son frère. Il faut savoir qu'une tête humaine, ça peut survivre pendant quelques secondes avant que le cerveau ne s'éteigne. C'est ce last minute rescue en entonnoir absolument dingue, étiré dans le temps, qui veut que tout va se dérouler en quelques secondes précises pour montrer que le changement que vous allez voir, ce qui va bouleverser le monde, ce qui va arriver, ne pouvait être que le fruit d'un concours de circonstances absolument fantastique et irréalisable à nouveau. Genre vraiment c'était une chance sur 1 milliard et ça devait se produire comme ça. Tous les hommes ont fait de leur mieux ici présents, les hommes et les femmes présentes ont tout donné pour que ça arrive ou ça n'arrive pas. C'est ça qui est très intéressant avec Hajime Isayama. Autant on a un auteur qui est prêt à donner beaucoup de philosophie dans son récit, avec énormément de poésie dans les dialogues, autant on a aussi un mangaka capable de nous offrir un découpage très cinématographique, avec une action aux petits oignons millimétrée jusqu'au bout. Et c'est magnifique de voir que cette action-là se conclut avec une petite fille, Gabi, au milieu du chaos. C'était beau. Qui va décapiter Eren. Elle l'avait dit au final. C'est ça qui est beau, c'est que rien n'était laissé au hasard. Quand elle hurlait à Levelio en disant « Eren Yeager, je vais te trouver », elle avait déjà son fusil. Elle courait déjà pour cette action-là. À chaque fois qu'on voyait Gabi il y a 1 an avec un fusil, on se disait « Ah là 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 là, c'est bien, elle sait le manier ». Et donc là, jusqu'au bout, Gabi tient sa promesse au final, alors que pourtant juste avant elle avait son arc de compréhension, elle comprenait le monde, enfin elle s'ouvrait, on avait parlé de la dissonance de Gabi qui arrivait à son terme, et pourtant la réalité des choses, la haine, la colère, tout la pousse à bout et l'oblige à tuer Eren Yeager. C'est fou d'en arriver là. Eren Yeager et Sig Yeager sont ceux qui créent l'attaque des titans. On a des titans dans le Shiganshina qui vont tuer les soldats et c'est la faute d'Eren Yeager. Il faut éliminer le héros principal, le protagoniste principal de l'œuvre, et nous on sait plus du tout où se mettre. On est à la fois pour Reiner et Gabi, donc ceux qui depuis le début ont fait des massacres de masse, ceux qui ont attaqué Paradis, ceux qui ont causé la souffrance des personnages qu'on aime, et de l'autre côté, eh ben on est pour Armin, pour Mikasa et pour Eren qui doit enfin réaliser son rêve. Eren, どうしたの？エレン、駆逐してやる。この世から一匹残らず。La tête de celui qui voulait éliminer tous les titans arrive finalement
est enfin à toucher son frère et rentrer en contact. Le sang royal et l'originel sont enfin réunis et alors s'ouvre un magnifique moment d'animation. Déjà, il faut le dire, c'était absolument remarquable, c'était très beau, c'était un parti pris très différent de celui d'Hajime Isayama qui du coup correspondait davantage à son médium, à savoir l'éclatement en éventail de tous ses souvenirs. Et ici, chaque souvenir a son importance puisqu'il va prendre la taille de l'écran, tout le cadre. Voici la liste exhaustive de tout ce que vous pouvez apercevoir dans ces souvenirs. Tous du point de vue uniquement d'Eren Yeager, voici les souvenirs qui s'entremêlent dans le temps. Le premier revient naturellement à notre premier souvenir de l'attaque des titans, à savoir Mikasa Ackerman s'apercevant qu'Eren pleure après son cauchemar sous l'arbre. Occasion de voir l'écharpe noire de Mikasa, couleur première de cette dernière selon Hajime Isayama. Naturellement, Eren revient ensuite sur Rainer Braun comme figure paradoxale de mentor ennemi. L'origine des Yeager est illustrée elle par Faye, petite sœur de Grisha dévorée par des chiens, relançant le cycle de violence qui mène au tout début de notre histoire. La plus grande figure réflexive du manga fait son retour avec Frida Fritz face à son miroir, qui va réfléchir donc naturellement les souvenirs de la jeune fille qui va s'observer elle-même tout en observant également celui qui la regarde dans ses souvenirs, Eren Yeager, oui, mais aussi nous, spectateurs derrière notre écran, énième médium réflexif, coupé par un œil qui nous regarde le regarder des souvenirs. La métafiction est à son paroxysme et pourtant vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En effet, après apercevoir la culpabilité de Rainer, la nature de la liberté d'Eren à travers Armin et son livre, la famille Fritz à travers les souvenirs de son père, le caporal-chef Levi, la joie et simplicité de Sacha et Connie, le jeune Falco observant Monsieur Kruger en coin sur son banc, l'exécution de la famille d'un autre Kruger, précédent détenteur de l'assaillant qui partage ses souvenirs avec Eren, et le titan colossal figure du manga culte, nous voilà à la quintessence du méta référencé en observant 3 occurrences de fanservice non canon. La première est l'adaptation d'une page couleur dessinée par Hajime Isayama pour le Besatsu Magazine, reprenant les hommes du manga dans un onsen, spa japonais. Les 2 autres présents dans le manga reprennent les aventures d'Eren lycéen et ses 2 amis, Mikasa Gothic et Armin Geek. Dessinés par le mangaka dans des histoires bonus annexes, ces 2 easter eggs n'ont aucune incidence dans le manga et sont ici uniquement pour apporter un aspect réflexif supplémentaire aux souvenirs, car finalement, peut-être qu'Eren a les souvenirs de son propre auteur. Nous apercevons enfin Historia bouleversée en parlant à Eren, Grisha et son cri capable de glacer le sang de n'importe qui, exprimant une souffrance terrible que personne ne peut encore imaginer. Et enfin, nous découvrons le visage d'un jeune garçon inconnu, qui marqua décidément les souvenirs d'Eren, avant de contempler curieusement les océans et une forteresse encore inconnue au beau milieu d'un désert. Le tout depuis le vol d'un oiseau. 巨人だ。Ça y est, l'attaque des titans se redéfinit à nouveau et ça a été très pertinent de la part de Mappa de nous présenter, de nous faire entendre enfin, et c'était super important, Mappa découvre enfin la musique, merci beaucoup, de remettre le thème originel de l'attaque des titans, attaque en Extra Titan, XL Titan, qui est vraiment le thème de la menace, le thème du titan colossal qui arrive à Shiganshina. Shiganshina est comme toujours, comme il y a 9 ans, comme il y a 4 ans, dans une mer de pas possible, les titans pénètrent l'humanité et cette fois-ci, c'est complètement différent. Si on pouvait imaginer ça, si on pouvait imaginer lorsque le colossal avait mis sa main sur le mur Maria depuis le début, si on pouvait imaginer que la même musique viendrait, mais que ce serait la faute d'Eren, que celui qui voulait éliminer les titans élimine tout le monde avec des titans. Au final, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur aura été assez intelligent pour nous montrer plastiquement des scènes qui sont exactement les mêmes au tout début, avec Shiganshina rempli de titans et des gens sur des murs, sur des toits en train de leur échapper, et 10 ans plus tard dans l'œuvre comme dans la réalité, le retour des titans à Shiganshina avec des hommes sur les toits en train de leur échapper. Sauf que cette fois-ci, les titans n'agissent pas contre Eren Yeager, mais pour Eren Yeager. Le mangaka a une nouvelle fois, jusqu'au bout, inversé tout son manga.
Ça y est, le monde est en pause, ou plutôt, le temps se déroule très lentement. Il est si étiré, si dilaté, puisque tout ce qui se passe dans le chemin se déroule en réalité dans l'instant d'une seule seconde dans le monde de l'attaque des titans. Ainsi, Mappa a adopté pour une superbe idée, dans la forme réalisée comme une sorte de motion manga, tous les personnages qui sont en pause, on les voit tous et alors qu'est-ce qu'ils sont beaux, et c'est également très pertinent dans le fond pour montrer qu'ils sont tous figés dans le temps pendant que Sig et Eren se parlent dans le chemin. 何年も経ったのか。 Nous sommes littéralement à la croisée des chemins et il est temps pour Eren et Sig de rentrer en contact et de sauver le monde. 俺は決してお前を見捨てはしない。俺が始祖の力でお前を治してやる。やめろ、無駄だ。世界を救う時はお前と一緒だ。